Bienvenue dans cet épisode numéro 5 des questions autour du réseau Helium. Alors cette semaine j'avais prévu de vous faire un épisode un peu spécial parce que je devais recevoir mes racks normalement vendredi et bien sûr UPS malheureusement m'a planté. Normalement ce sera en tout début de la semaine qui arrive. Donc très bientôt une vidéo sur les mineurs racks, sur l'installation des mineurs racks et 2-3 petits trucs sympas j'espère autour de ça. Alors je vais faire une vidéo un peu courte aujourd'hui, enfin du moins je vais essayer, et puis je vais vous parler de 2-3 autres trucs que j'ai grattés dans la semaine ou que je surveille depuis quelques temps, que j'ai déjà un petit peu évoqué dans une vidéo précédente qui est autour des différents wallets et autour entre autres des wallets des constructeurs de matériel. Voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui, c'est je pense intéressant pour comprendre un peu les mécanismes de valorisation du token et puis aussi pour comprendre finalement comment marchent les plateformes type Binance. Alors on va attaquer tout de suite avec cette histoire de wallet. En fait j'ai fait une découverte cette semaine, je me suis rendu compte que les wallets que nous avons sans doute un peu tous les uns les autres sur Binance, en fait sont tous regroupés dans un seul wallet au niveau de la blockchain Helium. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que chacun de nous a bien un wallet à lui qui fait que comme ça on peut transférer de l'argent de son mineur, donc du wallet du mineur vers le wallet que l'on possède sur une place de marché comme Binance, mais en fait ce wallet est tout de suite revidé pour aller vers le wallet global de Binance. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est une raison qui est très simple, c'est tout simplement que quand vous allez faire des échanges sur Binance, Binance ne veut pas s'embêter à avoir une transaction sur la blockchain de Helium à chaque fois qu'il y a une vente ou un achat, parce que déjà ce serait particulièrement compliqué pour valider les transactions dans le temps. Ça permettra en plus pas de faire des transactions de façon très rapide, et puis à chaque fois il y a des fees lorsqu'on a des transactions sur la blockchain Helium comme sur les autres blockchains, et donc par conséquent il faudrait payer ces fees à chaque fois sur la blockchain. Donc par conséquent, en fait Binance, lui, il fait des transferts de compte virtuel à compte virtuel à l'intérieur de la plateforme, et il ne va en réalité transférer des HNT que si vous sortez ces HNT de votre compte pour les emmener sur une autre plateforme, par exemple, ou alors il va en ajouter sur ce compte quand on va emmener des fonds sur Binance. Alors ça c'est super intéressant parce que du coup ça permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe au niveau global sur la blockchain Helium en termes de transactions. Alors la dernière fois je vous avais fait une petite vidéo où j'ai parlé un peu du floating et j'ai essayé d'expliquer quel pouvait être l'impact de l'achat massif de HNT par les fabricants de hardware lorsqu'ils ont besoin de burner du HNT pour créer du DC dans le but d'enregistrer ensuite des transactions d'enrôlement du matériel. Alors, vous voyez la vidéo, ça va être dans la vidéo numéro 3. C'est assez intéressant pour comprendre les mécanismes financiers qu'il y a derrière et puis finalement de comprendre que derrière le token Helium, il y a toute une mécanique de création et de destruction de HNT et que ça, c'est assez intéressant en termes de valorisation de tokens puisque derrière, il y a une économie réelle qui est soit le transfert de données qui passe par des abonnements, soit l'enregistrement de matériel et la vente de matériel qui rentre aussi en considération. Voilà. Donc tout ça pour en arriver à vous dire que donc cet argent en fait que l'on a placé tous plus ou moins sur Binance en virant nos tokens dessus ou en achetant potentiellement, eh bien c'est regroupé dans un gros wallet voilà, que vous pouvez voir ici affiché à l'écran et le montant de ce wallet aujourd'hui est autour de 14 millions de HNT qui sont stockés là-dessus. Alors ça c'est intéressant parce que quand on sait que la supply totale en termes de HNT, c'est-à-dire ce qui a été distribué par la blockchain est autour de 85 millions de HNT aujourd'hui, eh bien on se rend compte que finalement la partie flottante, c'est-à-dire la partie qui est aujourd'hui sur une place de marché là où elle peut être revendue, où elle peut être négociée, correspond à peu près à 17%. Ça veut dire que le reste est stocké dans des wallets qui aujourd'hui sont sur la blockchain, mais ces wallets-là, tout de suite, ne peuvent pas être instantanément vendus, échangés sur le marché, et donc, quelque part, ne participent pas à la valorisation du token. Donc en fait, ce qui fait la valorisation de token aujourd'hui sur les places de marché comme Binance, eh bien, c'est cette partie flottante donc, qui est autour de 17% à peu près de l'ensemble des sommes qui sont disponibles. Alors, ce qu'on peut aussi voir quand on regarde le marché aujourd'hui, on voit que grosso modo, dans une journée à peu près normale, on a 1 million de HNT qui s'échangent.
Donc ça aussi c'est assez intéressant parce que ça veut dire que sur les 14 millions de HNT qui sont sur des comptes sur les plateformes Binance qui pourront donc être échangés, eh bien en définitive on en a 1 million, c'est à peu près 8% qui réellement sont échangés chaque jour. Ce qui est quand même pas mal, hein, parce que ça veut dire que, grosso modo, au bout d'une quinzaine de jours, c'est un petit peu comme si tout le volume avait changé de main. Même si, sans doute, en fait, sur ce volume-là, c'est souvent les mêmes qui doivent tourner, puisqu'il y en a un certain nombre qui appartiennent à des robots de trading, hein, qui vont ces échanger rapidement, et puis il y en a d'autres qui appartiennent à des mineurs et qui vont les vendre, les acheter avec des volumes un peu différents. Voilà, bon, j'ai trouvé que c'était intéressant de creuser un petit peu ces choses-là. Et comment j'en suis arrivé là? Eh ben, j'en suis arrivé là parce qu'en fait, je surveille les portefeuilles qui sont les portefeuilles des fabricants de hardware. Donc RAK, Calchip, enfin du coup RAK en a pas puisque c'est Calchip qui fait ces transactions, donc on a Calchip, on a Bobcat, on a Nebra, ainsi de suite. Je les suis parce que ça me donne une bonne information finalement sur le delivery de ces suppliers-là. Voilà. Et du coup, ben, quand on fait ça, il y a un moment où ils ont des transactions où ils burn du HNT pour créer le DC qui va permettre de faire les transactions d'enrôlement. Et en fait, bah, quand il y a une transaction, on peut voir qui est-ce qui a payé cette transaction-là. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je suis remonté sur le wallet de Binance. Et du coup, c'est aussi intéressant parce que, alors après, c'est un peu du tuning, enfin de la recherche et un peu du feeling, plutôt. Mais en fait, à partir du moment où on a repéré une transaction, et comme c'est des transactions qui sont assez importantes pour la partie burn, on voit aussi derrière des transactions de ces mêmes montants qui sont rattachés à des wallets qui, eux, sont tout le temps à zéro, hein, les wallets comme le mien, le vôtre sur Binance. Et donc, ça permet de retrouver ce wallet-là. Et donc, de retrouver le wallet dont Calchip, par exemple, ou Nebra sont les propriétaires. Et de fait de retrouver ce wallet-là, ça permet aussi de voir comment est-ce que ces gens-là achètent sur le marché. Parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo numéro 3, en fait, ces entreprises ont tout intérêt à acheter en faisant grimper le prix au maximum pour arriver à faire un bénéfice substantiel lors de la conversion en DC. Donc c'était intéressant de voir quels étaient les volumes qu'ils investissaient, les volumes qu'ils achetaient sur le marché quand ils faisaient ces différentes opérations. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore retrouvé tous les wallets et j'ai pas une analyse, on va dire, très intéressante de tout ça. Donc je vous en reparlerai peut-être si je trouve des trucs assez intéressants à dire. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé ça. Et sinon, ce que je regardais aussi qui m'intéressait, c'était de voir quel était le delivery moyen sur ces fournisseurs pour avoir une idée un petit peu, voilà, tout le monde se pose la question de où est-ce qu'il faut commander le matériel, où est-ce que ça en est ce que ça va être livré, ainsi de suite. Et je trouve que c'est un bon indicateur. C'est-à-dire que typiquement, si le fournisseur de matériel ne remplit pas son wallet, bah, c'est qu'a priori, il n'a pas prévu de livrer rapidement. Parce que avant de livrer, il va falloir qu'il y ait un wallet qui soit plein de DC, de façon à ce qu'on puisse enregistrer les hotspots quand on va les recevoir. Et donc, par conséquent, tant que le truc reste à zéro, c'est qu'ils ne sont pas prêts de livrer. Après, le truc qui sont intéressants, c'est quand un batch est en production, je pense qu'avant d'envoyer les mineurs, c'est intéressant qu'ils en testent au moins un ou deux. Donc forcément, qu'ils les enregistrent à ce moment-là. Et donc, par conséquent, si l'enregistrement reste toujours complètement flat, c'est qu'a priori, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc je les surveille sur ces angles-là. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire de ce que je vois depuis 15 jours, 3 semaines que je regarde ça, c'est que bah, côté Nebra, côté Synchrobit, c'est quand même l'encéphalogramme plat, il faut bien le dire. Il ne se passe pas grand-chose, donc j'espère qu'il y a plein de choses qui se passent chez eux. En tout cas, ils nous alimentent avec des infos sur Twitter, ainsi de suite. Mais d'un point de vue des comptes, il n'y a pas grand-chose. Ça remplit pas beaucoup de... Alors, ils ont rempli un petit peu de DC quand ils ont de quoi en livrer 3000 globalement l'un et l'autre. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ils ont burné un petit peu de HNT pour faire du DC. Mais par contre... moi, je vois pas les samples de production qui sont activés, donc ça m'inquiète un peu, perso. Voilà, mais ça va venir, hein, j'ai pas de doute. Côté Bobcat, livraison régulière, 20 par jour. Voilà, donc, Bobcat, ça va pas très vite, j'espère qu'il y aura un effet d'escalier, mais clairement, aujourd'hui, c'est 20 par jour qui sont enregistrés en moyenne, donc c'est vraiment pas beaucoup. Côté Calchip, et donc avec RAK aujourd'hui, puisque c'est le seul disponible sur Calchip qui soit distribué, là, on est sur une autre échelle, puisqu'on est à 200 par jour en moyenne, et c'est quand même assez régulier. Ça va peut-être grimper aussi en début de semaine parce que là il y a les grosses livraisons des batchs qui sont arrivées, mais voilà, on est sur du 200. Ça vous donne une petite idée, hein, si on prend ces chiffres et qu'on les projette, ça vous donne une petite idée d'où on peut arriver à la fin de l'année. Donc j'espère que tout ça va s'accélérer, hein. Normalement je sais que par exemple RAK
ils ont fait des investissements importants, quelques millions d'euros, autour d'usines qui permettent de fabriquer plus en volume. Donc ça va arriver en delivery. J'ai vu aussi une annonce, ça c'est très intéressant cette semaine, de nos amis de Kerlink qui ont levé des fonds spécifiquement pour Helium. Alors, entre guillemets spécifiquement, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport qui est indiqué, puisqu'ils sont cotés en bourse Kerlink, donc dans le rapport qui est indiqué, ils parlent d'Helium en disant qu'une des raisons pour lesquelles ils sont allés chercher de l'argent, c'est pour augmenter leur production et s'assurer qu'ils puissent bien avoir les composants électroniques pour fournir sur le réseau Helium. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que quelque part ces industriels prennent vraiment le réseau au sérieux, dans le sens où ils voient vraiment un marché sur lequel ils vont pouvoir vendre des produits au point d'en parler à leurs actionnaires, ce qui est plutôt pas mal parce que voilà, quand vous êtes sur un truc qui est de la blockchain, crypto, hein, ainsi de suite, sur les marchés, c'est pas toujours évident de rassurer tout le monde avec des choses comme ça. Bon, eux, ils sont allés chercher un montant supplémentaire par rapport à ce qui était prévu dans cet objectif-là. Donc c'est aussi rassurant dans leur capacité à produire le matériel quand il va arriver. Et ça, mine de rien, c'est pas anodin. Voilà. Toujours dans ce domaine-là, il y a deux autres fabricants de matériel qui sont apparus. Alors pour l'instant, c'est leurs wallets qui sont apparus. Il y a Long IP qui est apparu et un autre dont là tout de suite, je suis désolé, j'ai plus le nom en tête. Voilà, mais qui ont des wallets. Alors c'est des wallets vides pour l'instant, donc encore une fois, ça permet de se donner un peu une idée du stade dans lequel ils sont. Voilà, ils sont vraiment, je pense, en train de faire les premiers éléments et de faire les premiers tests, donc ils n'ont pas besoin d'avoir des wallets avec grand chose dedans. Mais en tout cas, ils sont apparus, ça va donc en faire des supplémentaires. Et puis on parle d'autres fournisseurs qui vont arriver, mais pour l'instant, ils n'ont même pas encore créé des wallets, donc je veux dire, potentiellement, ils n'ont même pas encore de device qui sont capables de tester, ils n'en sont pas encore à tester le process de bout en bout, donc il va falloir un petit peu de temps. Sur ce, j'ai dit que je faisais un épisode court, donc ça tombe plutôt bien, on est à 12 minutes à peu près. Je vous propose qu'on arrête là pour cette semaine, et je vais revenir dans la semaine, donc ça fera un épisode, je pense, en milieu de semaine, si j'ai un peu de temps, sinon week-end prochain, c'est sûr et certain, où là, on va vraiment regarder précisément ce qu'il y a à l'intérieur d'un hotspot rack, et puis on va voir comment on l'installe et 2-3 petits tuyaux que j'ai en tête. Et s'il me reste un peu de temps sur la vidéo, si elle n'est pas trop longue, on parlera aussi un peu antenne. Je pourrais vous montrer les différents types d'antennes, puisque là je commence à en avoir plusieurs en stock pour pouvoir vous les montrer tout ensemble. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve sur le Discord France pour toutes vos questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. Je crois qu'on est 1160 aujourd'hui ou quelque chose comme ça, donc c'est toujours en train de grandir, c'est super. Rejoignez-nous, c'est le meilleur endroit pour avoir les réponses à vos questions. Et puis je vous dis à très bientôt en vidéo. Ciao!